Alors, il faut vraiment améliorer le contenu parce que ça n'a pas beaucoup changé par rapport aux présentations antérieures, honnêtement. Et il faut actualiser les présentations. Sinon, vous faites du copier-coller, à la limite même du couper-coller, c'est pas bon. Il faut qu'on sente vraiment la touche de l'équipe qui prépare. Une leçon peut être présentée de 1001 façons différentes. Mais l'essentiel, c'est que le contenu sera le même. D'accord? Parce qu'un enseignement, c'est une approche. Moi, je peux vous délivrer un message à ma manière. Vous le délivrez à votre manière, un autre le délivre à sa manière. Ne soyez pas prisonnier d'une façon de faire, non. Exprimez vos talents, soyez des chercheurs, soyez curieux, allez chercher l'information, bâtissez vos leçons vous-même, construisez vos cours et vous verrez. Quand vous les construisez vous-même, quand vous rendez l'information, on sent que vraiment c'est quelque chose qui a été documenté, qui a été travaillé, mais si tel n'est pas le cas, cela se ressent dans la présentation. Il faut vraiment éviter ces choses-là. Vraiment, ce sont des aspects assez particuliers. Effectivement, ce sont des pathologies rares, les histiocytoses, et là, vous ne l'avez pas dit. Il faut le dire, ce sont des pathologies rares. Et si vous allez sur le site Orphanet, Orphanet, c'est un site de maladies rares. Donc, vous verrez beaucoup de ressources sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour bâtir votre cours. Et parfois même le simplifier. Vous n'êtes pas obligé de complexifier les choses telles que les autres l'ont fait. Parce que chacun fait selon sa compréhension. Par exemple, dans les généralités, j'ai trouvé que vous avez développé beaucoup de choses qui, à mon avis, ne font que complexifier davantage les choses. Donc, quand un message est assez compliqué, il faut chercher à le simplifier. Des histiocytoses, c'est presque de la biologie. C'est comme les déficits immunitaires. Lorsque vous faites les déficits immunitaires, si vous ne comprenez pas la biologie cellulaire, en général, vous aurez du mal à comprendre ce qu'on dit. Histiocytose, c'est pareil. En général, ce sont des anomalies cellulaires qui peuvent être bénignes ou malignes. Et vraiment, ce sont des tableaux polymorphes qui peuvent se localiser un peu partout sous forme de surcharge, sous forme d'infiltration des organes. Et si vous comprenez maintenant la base, le soubassement de tout cela, que ce sont des cellules qui peuvent être bénignes ou malignes, prolifération qui peuvent être bénignes ou malignes, avec des infiltrations un peu partout, vous comprendrez aisément que le diagnostic ne soit pas aisé. C'est souvent un faisceau d'arguments sur lequel les gens se basent. Maintenant, vous avez systématisé, vous les avez distingués en langue ancienne, non langue ancienne, oui, si vous voulez. Mais à partir du moment où vous choisissez un type de description, quand vous rentrez dans les aspects cliniques, il faut systématiser. C'est-à-dire, vous donnez les signes, mais ne les donnez pas en vrac. Vous les réorganisez davantage. Et ayez l'habitude d'organiser vos signes en 3 rubriques. Signes fonctionnels, ce sont les plaintes. Par exemple, quand vous parlez de la douleur, c'est un signe fonctionnel. Quand vous parlez de la constipation, c'est un signe fonctionnel. Quand vous parlez d'une impotence fonctionnelle, c'est un signe fonctionnel. Donc, ce sont les signes rapportés par soit l'enfant lui-même, soit les parents. Donc, vous classez les symptômes en signes fonctionnels. Signes généraux, c'est ce que l'examen général vous donne, le coup d'œil. Est-ce qu'il y a une adynamie? Est-ce qu'il y a une maigreur? Est-ce qu'il y a une obésité? Est-ce qu'il y a une pâleur? Est-ce qu'il y a des œdèmes, etc. Donc, signes généraux. Et les signes physiques, ce sont les signes d'examen. D'accord? L'examen général est toujours suivi de l'examen des appareils. Et cet examen des appareils, il faut l'aborder toujours en tenant compte des 4 temps de l'examen. Si vous le faites, vous réduisez le risque d'oublier quelque chose dans les symptômes. D'accord? Donc, quand vous rendez des signes, surtout à l'examen, il faut qu'on sente que vous avez inspecté le malade. Il faut qu'on sente que vous avez palpé, vous avez percuté, vous avez ausculté. Maintenant, vous pouvez ne pas avoir forcément l'ensemble des signes parce que la maladie ne s'exprime pas ou bien l'organe ne s'adapte pas à certains temps de l'examen. Par exemple, l'auscultation, vous pouvez ausculter le cœur, vous pouvez ausculter le poumon et certains organes vascularisés. Mais par exemple, ausculter un os, ce n'est pas classique. D'accord? Ausculter une oreille, ce n'est pas classique.
Donc, en fonction de l'organe que vous examinez, vous verrez quel est le temps qui est adapté et quel est le temps qui ne l'est pas. Ensuite, vous passez aux examens complémentaires. Alors, vous avez décrit certaines images, vous avez fait la description et ensuite, vous avez projeté un ensemble d'images. C'est bien, mais ce serait encore mieux si vous fassiez la cohérence, c'est-à-dire vous faites la description d'une image et vous projetez l'image en même temps. Les gens comprennent. Parce que là, vous avez 3 images et le texte, il est venu avant et les images sont venues après. Et il n'y a pas d'annotation sur les images. Donc, vous refaites, vous repositionnez du moins, vous mettez texte, image pour faciliter la compréhension. D'accord? Donc, vous avez donné les éléments d'imagerie. Effectivement, puisque c'est une présentation assez atypique, le tissu tumoral, souvent, quand vous faites les explorations paracliniques, l'imagerie peut vous aider. Mais en fonction de l'organe atteint également, le type d'imagerie à demander peut varier. La radiographie standard peut être utile lorsqu'il s'agit, par exemple, d'infiltration d'un os qui est accessible. Mais si vous suspectez des choses beaucoup plus discrètes, il faut aller à l'imagerie beaucoup plus sophistiquée, du genre IRM, du genre examen radioisotopique tel que la scintigraphie. D'accord? Alors, vous avez décrit les formes unifocales. Bon, vous vous rendez compte que ce sont des maladies quasi-systémiques. Et ici, dans l'intérêt, j'ai oublié de le dire, il faut systématiser l'intérêt en intérêt épidémiologique, diagnostic et pronostic, au moins. Et quand vous aborderez l'intérêt épidémiologique, ce sont les données. Hein. Vous dites que ce sont des maladies rares. Si vous avez des données récentes, vous les partagez. Sinon, vous dites que ce sont des maladies rares, particulièrement chez les enfants. Et dans nos pays, elles peuvent ne pas être aussi rares que cela. Peut-être c'est parce qu'elles ne sont pas explorées. Et si on n'y pense pas, on ne pourra jamais les explorer. Si on y pense, on explore et on trouve. Et vous pouvez même rapporter les 4 ou bien 3 cas qui ont été décrits dans la littérature au Sénégal. Et quand vous parlez de l'intérêt diagnostique, c'est là-bas que vous faites allusion à cet aspect polymorphe. Parce que vous avez décrit dans les formes unifocales, pratiquement vous avez vu que tous les organes peuvent être concernés. Vous avez compris? Depuis ORL, pulmonaire, ganglionnaire, digestif, neuro, etc. Donc, ce sont des atteintes multifocales. Et cela se comprend parce que dans la définition, je vous ai dit au début, ce sont des maladies presque de la biologie. Tout ce qui fait intervenir les cellules, en général, devient une maladie quasi-systémique. Parce que ces types de cellules, vous allez les retrouver un peu partout. Donc, que la cellule soit atteinte par un processus bénin ou un processus malin, tous les organes où se situe cette cellule peuvent être concernés. Donc, rien que cette approche, si vous l'avez, vous avez déjà fait l'essentiel de votre leçon.